Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mardi 29 mai. Lionel Jospin a répondu favorablement à la demande de Robert Rue en reportant le vote de la loi de modernisation sociale au 13 juin prochain. Il fallait sauver l'unité de la majorité plurielle. Au lendemain de l'épilogue de la prise d'otage à Fresnes, début de polémique à propos des tirs déclenchés contre cet hélicoptère et puis fouille générale à la prison. Plus de 2 milliards de francs de bénéfices pour Air France, résultat quasi unique dans le monde pour une compagnie aérienne. Le site du camp d'internement de Drancy, classé monument historique, c'était l'antichambre de la mort. Le tabagisme passif, c'est-à-dire l'absorption de fumée de tabac par des non-fumeurs, cause plus de 2500 décès par an. Enquête dans cette édition. Et puis ce soir, on fait la fête entre voisins et voisines. C'est une soirée immeuble en fête qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est un report pour permettre le dialogue, affirme Lionel Jospin. C'est une reculade, ironise la droite. En tout cas, la décision du chef du gouvernement de répondre favorablement à la demande de Robert Rue, faite hier d'un délai avant de voter la loi dite de modernisation sociale, visait avant tout à éviter une crise à gauche. Récit, Philippe Boisserie avec Claude Barnier. Ce matin, Lionel Jospin a lancé ce qui ressemble fort à une opération de déminage. À 10 h, il téléphone à Robert Rue. Oui, il accepte de reporter de 15 jours le vote solennel de la loi sur la modernisation sociale. À voir le sourire de Robert Rue dans les couloirs de l'Assemblée nationale, il est clair que le secrétaire général du PC est soulagé. Il faut dire que les députés communistes s'apprêtaient à entériner le rejet du texte et donc le premier accroc sérieux au pacte de la gauche plurielle. C'est un acte significatif et de grande importance en ce qui concerne la majorité plurielle, c'est incontestable. C'est une bonne nouvelle pour les salariés qu'on puisse effectivement tenter encore dans les jours qui viennent d'obtenir pour le monde du travail, pour eux, un certain nombre d'avantages qui n'étaient pas dans le texte aujourd'hui. Dès l'après-midi, le Premier ministre confirme l'objectif, trouver un compromis et afficher son optimisme. Nous avons à rechercher comment faire évoluer positivement ce projet. Je ne doute pas avoir votre réaction, que nous trouverons ensemble l'esprit de responsabilité pour déboucher positivement. Les travailleurs l'attendent parce qu'ils attendent ces avancées sociales déjà présentes dans ce texte. Si la gauche se retrouve unie derrière les applaudissements, la droite fait bloc en dénonçant compromis et magouille. Le Premier ministre ne dirige plus rien. On le voit à l'évidence, la majorité a implosé, il tire dans tous les sens et par des combines de couloirs, on essaye de donner l'impression qu'il y a encore de la cohérence à gauche. À gauche, justement, on se montre peu disert sur les solutions possibles pour sortir de l'ornière. Si chacun est prêt à discuter, quelques limites sont d'ores et déjà fixées. Cette nature de texte ne changera pas, mais améliorons-le si c'est souhaité, si c'est nécessaire. Affirmons davantage les droits des salariés et essayons donc de le voter le plus vite possible. Bref, si Lionel Jospin s'est donné aujourd'hui du temps, il sait aussi qu'il a ouvert un nouveau compte à rebours. Philippe Douste-Blazy a eu beau railler une gauche en lambeaux et Jean-François Mattei pour Démocratie libérale estimait que M. Jospin obéissait à une surenchère. Le Parti communiste, lui, s'est déclaré très satisfait. Une manière d'affirmer son poids politique dans la majorité et d'effacer peut-être le mauvais souvenir de l'échec des municipales. Reportage Laurence Ostelaza avec Alban Mikosi. Argenteuil dans le Val d'Oise. Argenteuil qui passe à droite lors des dernières municipales comme un tiers des bastions du parti, souvent des villes ouvrières à forte tradition communiste. Ce 18 mars, l'électorat populaire a boudé, au profit notamment de l'extrême gauche. Le PCF est à la recherche de son identité égarée. À quoi on sert, pour qui on travaille, pour quel type de population, pour quel projet politique. Je crois que si on ne le fait pas, le danger de mort est réel. C'est alors fin mars qu'intervient l'annonce brutale des plans sociaux chez Lu et Mark & Spencer. Un courant de sympathie apparaît alors autour des employés. Robert Rue est de toutes les manifestations. Bien sûr, le Parti communiste se trouve sur son terrain de prédilection, la défense des salariés. Mais cet émoi dans l'opinion lui permet aussi de retrouver ses origines. Il y a eu un décrochage de l'électorat populaire suscité par le mécontentement de gens qui ne se reconnaissent pas dans la politique actuelle de la gauche. Donc ils attendent des mesures plus ambitieuses, qui correspondent à leurs attentes.
Et donc c'est finalement donner une chance à la gauche que de se battre sur ces attentes-là pour qu'elles soient satisfaites. Il y a 10 jours, le Conseil national du parti valide ce durcissement. Voilà 4 ans que la fidélité à la majorité plurielle tenait lieu de ligne politique. Du coup, le ressentiment est double. Il se nourrit des récents échecs électoraux, mais aussi de l'impression que certains socialistes ont enterré le Parti communiste. L'occasion est donc belle de donner une leçon. Marie-Georges Buffet, bientôt promue à la tête du parti, devra concilier rapport de force et solidarité gouvernementale. Et puis le groupe socialiste à l'Assemblée a adopté à la quasi-unanimité une proposition de loi constitutionnelle sur l'immunité présidentielle. Cette proposition sera débattue le 12 juin prochain. Quelques heures à peine après la fin de la tentative d'évasion à Fresnes, une vaste fouille générale de cet établissement pénitentiaire a été déclenchée. Cellule par cellule, avec l'appoint de 150 surveillants supplémentaires et de 3 compagnies de CRS. L'opération s'est poursuivie toute cette journée et doit se prolonger demain. En parallèle, une controverse plutôt qu'une polémique s'engageait sur les tirs essuyés par l'hélicoptère piloté par une femme otage. L'une des balles a traversé le plancher de l'appareil et il faut savoir qu'une circulaire officielle précise qu'en pareille circonstance, on ne doit pas tirer sur un hélicoptère. Reportage Audrey Goutard avec Christian Leroux. J'ai eu peur, je pense, au moins 3 fois. La première, quand j'ai compris l'échelle, les cagoules, les armes, donc l'évasion. Ensuite, sur la prison, pendant les échanges de coups de feu. Et la troisième, à la fin, opposée sur le stade, quoi. La jeune pilote pense qu'elle a eu beaucoup de chance, surtout lorsque son hélicoptère se retrouve pris entre 2 feux au-dessus de la prison. À un moment, il y a eu beaucoup de détonations. J'avais les genoux qui flageolaient et là, je leur ai sommé gentiment d'arrêter de tirer parce que je ne pouvais plus piloter. Ces ravisseurs veulent tisser à bord 2 prisonniers, Christophe Kider et Mounir Bouabdella. Mais très vite, le scénario dérape. Marielle ne voit pas ce qui se passe autour d'elle, mais entend les malfaiteurs crier. Ils ont dit ils nous tirent dessus. Et il me semble que c'est à ce moment-là qu'ils ont riposté et ouvert le feu. Par contre, je n'ai pas ressenti les coups de feu dans l'hélicoptère. Enfin, du sol vers l'hélicoptère, à aucun moment ça a fait bouger l'hélicoptère. Qui a tiré en premier, les gardiens ou les malfaiteurs? La pilote refuse d'alimenter la polémique, mais elle est choquée d'avoir été prise pour cible. Je pense qu'il faudrait arrêter de tirer sur les hélicoptères. Le pilote n'y va jamais de son plein gré sur la prison. Donc on ne tire pas sur l'hélicoptère, le pilote est un otage. Les gardiens, eux, se retranchent derrière la légitime défense. Si on n'a pas le droit de tirer sur un hélicoptère, on s'aperçoit que quand ceux qui sont dans les hélicoptères nous tirent comme des lapins, on en ressort trempé de sang. En fait, seule l'audition des gardiens, y compris celui blessé par les ravisseurs, pourrait mettre fin à la polémique. Lors de cette prise d'otage, il fut évoqué, à propos des prisonniers qui tentaient ainsi de s'évader, la difficulté de gérer les détenus condamnés à de très longues peines. Ils sont plus de 500 condamnés à perpétuité dans les prisons françaises actuellement. Ils n'ont plus grand-chose à perdre et pensent souvent, entre désespérance et suicide, à l'évasion. La plupart, malgré tout, se résignent à cette forme de prison à vie. Agnès Gardet et Nathalie Gallet sont allées au centre de détention de Val-de-Reuil, c'est près de Rouen. À 26 ans, Raphaël est l'un des plus jeunes condamnés à perpétuité détenu dans une prison française. Il a déjà purgé 6 ans de cette lourde peine, une peine théoriquement sans fin à laquelle il faut essayer de donner un sens. Je me raccroche à rien en fait, à mon univers on va dire dans ma cellule, c'est-à-dire à mon PC qui me permet de garder un lien assez rapproché avec l'extérieur. C'est vrai que si vous y pensez trop, c'est ça où vous tentez l'évasion ou vous vous pendez tout de suite, quoi. Alors reste le travail tous les jours, un défi autant pour 4 000 francs par mois, avec cet espoir encore intact que la vie se poursuivra dehors. J'espère avoir une reconnaissance, c'est-à-dire tout au long de ces années, en prouvant que je vaux quelque chose à la société et que je ne suis pas, comme certains pourraient le dire, irrécupérable ou autre. Je pense que j'ai évolué, j'ai compris beaucoup de choses. 584 détenus sont actuellement enfermés à perpétuité. Des peines le plus souvent assorties de périodes de sûreté, 18, 20 ou 30 ans pendant lesquelles le condamné n'a pas grand-chose à espérer. Ni permission, ni libération conditionnelle, de quoi vieillir coupé de tout. Lucien est de cela. Plus de courriers, les parloirs se font rares. 30 ans qu'il est là seul dans sa cellule,
seul face à sa conscience. Les bons moments que vous avez passés dehors, ils vous reviennent en mémoire. Et malheureusement, les mauvais moments aussi, parce que c'est pourquoi vous êtes ici, enfermés, entre quatre murs, quoi. Et c'est un mea culpa de chaque jour. Âgé et malade, son état pourrait accélérer sa sortie. Retrouver un monde qu'il a quitté 30 ans plus tôt a quelque chose d'angoissant. On s'aperçoit à la télé, les gens passent dans la vie à côté de vous sans vous dire bonjour. Il n'y a plus de respect tellement, c'est vrai, la société est devenue violente, quoi, plus ou moins. Et je crois, moi, je préférais la nature, vivre au sein de la nature. Loin de la ville et du trafic, car tout lui fait peur. Lui qui ne sait même plus à quoi ressemble un billet de banque. Lucien, suradapté à la prison, aura du mal une fois dehors à se défaire des oripeaux du prisonnier. L'association pour l'aide aux adultes et jeunes handicapés de Lyon, mis en cause dans un rapport de l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales. C'est dans un établissement de cette association que sévissait Émile Louis que se sont produites les disparitions de jeunes filles à la fin des années 70. Mais il y a confusion à propos de ce premier rapport, qui accable donc les centres d'accueil de Lyon, car un autre rapport, non rendu public celui-là, n'arrive pas aux mêmes conclusions. Explication Yasmina Farber avec Frédéric Balland. 600 pages qui accablent, rendues publiques par les parties civiles dans l'affaire des disparus d'Auxerre. Les inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ont contrôlé le fonctionnement des établissements de Lyon pour les jeunes handicapés. Ils épinglent l'incompétence de l'ancienne directrice Nicole Charrier, l'autoritarisme du président de l'association Georges Décuper, dont le principal objectif n'était pas le bien-être des handicapés, mais l'appât du gain. Ce rapport souligne enfin l'ambiance mortifère, la peur des personnels et, plus grave encore, la loi du silence sur des problèmes d'abus sexuels. Beaucoup d'atteintes sexuelles, on parle de plus d'une dizaine de faits dans la dernière période, ont été commis sur des handicapés dans certains de ces centres, et que l'association n'a jamais condamné clairement ces faits, n'a jamais, on lui reproche même quelquefois de ne pas avoir dénoncé au procureur de la République ces faits. Mais l'avocate de la page, l'association mise en cause, dénonce un amalgame. Certes, les dysfonctionnements existent, mais ils n'ont aucun lien avec les disparitions. Forte d'un second rapport, également commandé par le ministère des Affaires sociales, mais qui devait rester confidentiel, elle contre-attaque. Ce rapport conclut à l'absence de responsabilité totale de la page, donc blanchit totalement mes clients. Ce rapport met en revanche en exergue des comportements pour le moins inacceptable, je reprends l'un des termes du rapport de la DAS, et ce rapport doit rester confidentiel. Ce rapport dénonce l'absence d'initiative de la DAS pour rechercher les jeunes disparus. Après les révélations des dysfonctionnements judiciaires, c'est une nouvelle mise en cause des services de l'État dans cette affaire. La Cour d'appel de Paris a confirmé la peine de 4 ans de prison ferme prononcée contre le nationaliste corse François Santoni pour une tentative de racket en 1996 visant le propriétaire du golfe de Spérone en Corse du Sud. Marie-Hélène Mattei a vu sa peine réduite à 3 ans avec sursis, dont 1 avec sursis. François Santoni se pourvoit en cassation et il échappe pour l'instant à l'incarcération. Dans le dossier du sang contaminé, nouvelle décision judiciaire avec le renvoi par la Cour de cassation en chambre d'instruction. Il s'agit en fait de déterminer si un procès aura lieu en correctionnel ou aux assises. Et puis on a retrouvé un nouveau document ayant appartenu au docteur Godard. Il s'agit de sa carte de crédit repêchée par 3 mètres de fond au large de Saint-Jacques-de-la-Mer dans les Côtes-d'Armor. Yves Godard avait disparu avec sa famille en septembre 1999. Deuxième journée judiciaire pour Charles Pasqua. Après avoir été mis en examen hier pour financement illégal de sa campagne électorale, eh bien, le président du RPF est retourné aujourd'hui chez les juges d'instruction chargés, eux, des dossiers des ventes d'armes en Angola. Monsieur Pasqua est toujours actuellement entendu par les juges. Un incident rarissime tout autant que pittoresque à la SNCF. Un TGV Paris-Nantes s'est momentanément transformé en un TGV Paris-Bordeaux. Les passagers de la rame ont mis quelques minutes à réaliser qu'ils n'allaient pas dans la bonne direction, en constatant enfin que le conducteur repartait soudain en arrière. Récit de cette erreur humaine, reportage Karine Azopardi avec Yann Fronti. Ce devait être un voyage sans histoire. Lorsque le TGV 8893 quitte la gare Montparnasse à 22 h, le scénario est écrit. Arrivée prévue à Nantes, vitesse de croisière 280 km/h, bref, la routine. Soudain, le train freine brutalement et repart en sens inverse. Il s'est tout simplement trompé de voie.
Chez les voyageurs, l'amusement cède vite la place à l'inquiétude. Il y a eu une petite période d'angoisse parce qu'on s'est quand même tous demandé s'il n'y avait pas un train devant et un train derrière puisqu'on n'était pas sur la bonne voie. Et le contrôleur nous l'a précisé donc à la fin de l'incident en nous disant qu'en fait il y avait un TGV, une rame TGV qui était à une demi-heure derrière nous. Une demi-heure largement suffisante selon la SNCF pour corriger la trajectoire. L'erreur est venue d'ici. Nous sommes au poste d'aiguillage et de régulation de la gare Montparnasse. Dans ce bureau est centralisé tout le trafic de la ligne TGV Atlantique. Peu après 22 heures, lorsque l'incident se produit, l'aiguillage est passé en manuel. C'est en effet l'heure de la maintenance sur les voies. Il y a une modification par rapport à, je dirais, aux itinéraires normalement prévus. On est en période manuelle et effectivement, il y a une erreur de l'opérateur sur la destination du train. Une erreur qui n'a rien d'exceptionnel. Chaque année, une dizaine d'incidents de ce type se produisent. Or, sur cette seule ligne, plus de 500 000 trains circulent par an. Bonne nouvelle, très bonne nouvelle pour Air France. Le groupe vient de réaliser quelques 2 milliards de francs de bénéfices sur l'année commerciale 2000-2001. C'est la seule compagnie au monde à réaliser une telle performance. L'une des raisons de cette réussite vient de la mise en place d'une plateforme de correspondance à Roissy. On appelle ça en anglais un hub, HUB. Mais pour autant, Air France se veut prudent pour les mois à venir. Commentaire Stéphane Despinot avec Dominique Bonnet. À chaque atterrissage, le compte à rebours est déclenché pour les agents d'Air France. Pas une minute à perdre, les passagers en correspondance immédiate ont droit à un traitement de faveur. Ils sont accueillis dès leur sortie de l'avion. Ce matin, un client en provenance de Budapest et à destination de la Californie. Passager pour Los Angeles, il arrive. Merci beaucoup. Comme ce passager a un temps de correspondance très court et n'est absolument plus autonome au niveau de sa correspondance, nous intervenons, nous envoyons un voltigeur avec un véhicule qui récupère le client à l'arrivée et le transfère directement dans un temps très court sur le vol à destination de Los Angeles. C'est le principe du hub, concentrer le maximum de vols dans un minimum de temps pour multiplier les correspondances. L'aéroport de Roissy joue ainsi le rôle d'une pompe aspirante pour la compagnie. Nous offrons plus de 15 000 possibilités de correspondance chaque semaine en moins de 2 heures. Ainsi que par exemple sur l'axe France-États-Unis, où notre part de marché était inférieure à 30% avant la création du hub. Aujourd'hui, nous jouons à parts égales avec les transporteurs américains. Plus de la moitié de la clientèle d'Air France est désormais internationale. Il faut dire que l'image de la compagnie a bien changé. Autrefois réputée pour ses grèves, à présent alliée à Delta Airlines, elle est reconnue pour sa qualité de service. Les billets sont moins chers et je pense que la cuisine française est meilleure. Pendant ce temps, notre passager pour Los Angeles ne s'occupe de rien, mais sur la piste, c'est la course contre la montre pour assurer le transfert de ses bagages. Lorsque les escales sont trop courtes, il faut aller extraire les valises jusque dans la soute. On doit chercher les bagages qui sont en correspondance par CDG et on les emmène aux autres avions. Ça s'appelle des bords à bord. L'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle a été taillé sur mesure pour Air France. Il est le seul en Europe à pouvoir encore se développer. Une 4e piste sera mise en service à la fin de l'année. Un succès qui doit beaucoup à l'appui du ministère des Transports. Une grande partie de la flotte française, dont le porte-avions Charles de Gaulle, participe en ce moment même à l'exercice Trident d'Or 2001. 75 navires, 150 avions et hélicoptères de 12 pays se livrent actuellement une, entre guillemets, guerre fictive autour de la Sardaigne. Ce sont les plus grandes manœuvres organisées en Méditerranée depuis plus de 20 ans. Commentaire Pascal Doucet-Bon avec Philippe Turpot. C'est la guerre en Méditerranée. Il y a 24 heures, la jeune république de Greenland a lancé un appel désespéré aux Nations Unies. Une armada vogue au secours du droit international. Les méchants s'appellent Amberland. Leurs troupes et leurs flottes viennent de pénétrer sur le territoire de Greenland. Au nord, l'île de Redland reste neutre. La frégate Aconite fait partie des méchants. Elle sera la première cible des avions alliés. Les munitions sont bien réelles, mais c'est sur des cibles lumineuses, traînées par les avions, que l'Aconite a fait feu. Les assaillants, eux, simulent des tirs de missiles en lâchant des leurres près du bateau, un peu trop près même. C'est urgent, là c'est tombé tout près du bateau. Le commandant de l'Aconite est un habitué des exercices internationaux, il a même invité un confrère allemand à bord. Mais cette fois-ci, l'un de ses adversaires lui fait particulièrement peur. Pour vous parler très franchement, pour la première fois, j'appréhende un peu d'être opposé à un adversaire comme le Charles de Gaulle. Car au cœur de la flotte alliée, le Charles de Gaulle est l'objet de toutes les attentions. Sa couverture radar ultra performante et ses tout nouveaux Rafales subissent là leur premier test international.
la taxe, je vous parle de l'igresse et des... Les pilotes sont volontairement informés au dernier moment du déroulement de l'exercice. Beaucoup d'alertes, des vols n'importe quelle heure de jour ou de la nuit. Et pour la gestion des pilotes et de leur repos, c'est assez délicat. Pendant ce temps, dans la cale d'un autre navire français, 200 techniciens de 12 pays organisent l'exercice. L'hypothèse d'une guerre en Sardaigne vous paraît peu probable. Les organisateurs français et italiens n'ont pris en compte que l'aspect militaire du scénario. Il est dans son principe assez crédible puisqu'il reproduit, peut-être à une échelle trop vaste, des situations que nous avons déjà rencontrées par le passé. Plus précisément, le scénario s'inspire à la fois de la guerre au Kosovo et du conflit des Malouines. Il se terminera d'ailleurs par un débarquement franco-anglais. La bataille de Sardaigne prendra fin vendredi. À Jérusalem, des centaines de colons se sont rassemblés devant la présidence du Conseil après la mort de 2 des leurs en Cisjordanie, dont une adolescente, une jeune fille de 16 ans, blessée grièvement dans une attaque contre un véhicule. Un jeune Palestinien a également été tué près d'un barrage de Jéricho et 2 kamikazes palestiniens sont morts dans un attentat suicide contre un poste de l'armée israélienne près de Gaza. Ce soir, cependant, des réunions sur la sécurité entre Palestiniens et Israéliens commencent. Aux Philippines, la présidente Madame Arroyo a déclenché une vaste opération militaire contre les rebelles du groupe Abu Sayyaf qui ont enlevé 20 personnes, dont 3 Américains, dans le sud de l'archipel. Commentaire Dorothée Lyrique. C'est dans cette résidence de Dos Palmas, au large de l'île philippine de Palawan, que 20 personnes, dont un couple de missionnaires américains, un autre ressortissant des États-Unis et 17 Philippins ont été enlevés par un commando du groupe Abu Sayyaf. Hier, le porte-parole du groupe rebelle musulman a affirmé sur une radio que certains otages pourraient être exécutés si l'armée lançait une opération militaire. L'un des prisonniers américains s'est également exprimé sur les ondes. « Nous sommes sains et saufs, non armés, et nous appelons à des négociations », a-t-il dit. Des unités de l'armée philippine se sont déployées sur plusieurs îles de l'archipel. Pour l'heure, la présidente semble choisir la manière forte pour régler la crise. S'adressant aux preneurs d'otages, elle les a exhortés à libérer les prisonniers, sinon, a-t-elle dit, un déluge de feu s'abattra sur eux. Selon la police, les otages pourraient se trouver sur l'île de Jolo. L'an dernier, le groupe Abu Sayyaf avait enlevé une vingtaine de touristes, dont plusieurs Français. Certains étaient restés prisonniers de cette jungle près de 5 mois. Demain à Berlin, le Bundestag, la chambre basse du Parlement allemand, doit voter l'indemnisation des travailleurs forcés sous le nazisme. On estime entre 700 000 et 1 500 000 le nombre de victimes de ce travail forcé encore en vie. La plupart sont originaires d'Europe de l'Est et ils peuvent encore prétendre à des dédommagements. Patrice Romden et Michael Overt ont recueilli le témoignage de l'un de ces travailleurs forcés. La modestie des lieux ne fait qu'ajouter à la force de son témoignage. Il se rappelle le nom d'un de ses compagnons de travail, Henri Krasuki. Il se rappelle son quotidien de travailleur forcé, 30 mois en Pologne, dans une mine de charbon, propriété personnelle du ministre de l'économie de guerre du Troisième Reich, Hermann Göring. Il y avait un ordre qu'une certaine quantité de charbon devait être produite, et si ce n'est pas fini, la production, on doit continuer de travailler. Seule la première nuit, on était pendant 8 heures dans la mine. À partir du deuxième jour, on était 11, 12 à 13 heures dans la mine pour le travail. Nous étions vraiment des esclaves et la vie d'un esclave ne valait rien. Ils furent des millions à participer ainsi à l'effort de guerre nazie pour le plus grand profit des industriels allemands, des Siemens, Volkswagen et consorts. Combien sont-ils toujours en vie? Entre 700 000 et 1,5 million. On ne sait plus trop, il en meurt tous les jours. En fait, les autorités attendent que soient déposés tous les dossiers, comme celui-ci, où se mêlent témoignages, photos, procès-verbaux d'interrogatoire. Certains de ces travailleurs forcés étaient juifs. C'est le cas de Kurt. La mine, vous dira-t-il, lui a sauvé la vie. En se portant volontaire, il a évité la chambre à gaz. Kurt le sait, il fait partie des personnes qui seront le plus généreusement indemnisées. Pour solde de tout compte, il touchera 15 000 marks, environ 50 000 francs, plus d'un demi-siècle après les faits. L'attitude de l'industrie allemande est vraiment lamentable. Ils se sont conduits comme des avares de la pire sorte. 50 000 francs donc. Parce qu'il a toujours été et reste communiste, il confie que cette somme reviendra aux pauvres.
50 000 francs pour les camarades, 50 000 francs, le pourboire de la souffrance. C'était une antichambre de la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Le camp de Drancy, en Seine-Saint-Denis, fut utilisé par les nazis comme camp de regroupement avant la déportation. 77 000 personnes y ont été internées. Ce camp de Drancy vient d'être classé, au nom de la mémoire, monument historique par la ministre Catherine Tasca. Commentaire Sophie Jouve. Des centaines de familles vivent aujourd'hui dans la cité de la Muette, à Drancy. Ignorant pour la plupart son surnom d'autrefois, l'antichambre de la mort. Car c'est bien cette paisible cité ouvrière qui fut transformée en camp de transit pour les Juifs en 1941. Si on n'avait pas vu qu'il y avait déjà des barbelés, on aurait pu croire qu'on arrive dans un groupe d'immeubles plutôt modernes d'aspect extérieur, puisque la construction avait commencé mais n'était pas terminée. Mais dans chaque chambrée où s'entassaient une cinquantaine de personnes, il n'est plus question que de survie. La nourriture est insuffisante, les épidémies nombreuses. Avec la rafle du Veldiv en 1942, Drancy va changer de dimension. Toujours sous autorité française, le camp devient une immense gare de triage. Des wagons de détenus sont expédiés à Auschwitz, 67 000 personnes au total. Drancy est peu à peu tombé dans l'oubli, jusqu'à ce qu'un photographe américain découvre des cachots et des salles de torture dans les sous-sols de la cité. Des découvertes qui ont permis de classer Drancy monument historique. Une des choses remarquables de Drancy était l'insistance de communiquer avec sa famille à l'extérieur, et pour que la famille communique avec l'intérieur, mais surtout de l'intérieur vers l'extérieur. Les gens passaient même ramasser les petits bouts de papier et jeter des fenêtres de Drancy. Et 50 ans plus tard, ils sont enfin entendus. Des témoignages à jamais gravés dans notre mémoire. En Moselle, une soixantaine d'habitants de Moyeuvre, sinistrés par des affaissements miniers, occupent actuellement la mairie de la ville. Deuxième journée consécutive d'occupation pour réclamer de meilleures indemnisations. Depuis fin 1998, ces personnes ont été expulsées par mesure de sécurité de leur maison. Reportage Christine Boss avec Patrice Schumacher. C'est un ultime combat que les sinistrés de Moyeuvre livrent depuis hier en occupant la mairie. Cela fait 2 ans et demi que leurs maisons se sont fissurées suite à des affaissements miniers. Expulsés, ils attendent depuis lors d'être indemnisés. L'État leur propose des sommes dérisoires, 200 à 300 000 francs pour l'investissement d'une vie. C'est des pauvres ouvriers, des mineurs de Moyeuvre, qui ont passé leur vie à travailler et à refaire leurs maisons avec de beaux matériaux, parce qu'il faut visiter les maisons comment elles sont. Et on leur propose une somme comme ça. Non, c'est inadmissible. La cité Curel a des allures de cité fantôme depuis les affaissements miniers de fin 98. Antonio vit en sursis à quelques pas de là. Dans 15 jours, il sera expulsé à son tour par mesure d'utilité publique. Pour sa petite maison assortie d'un jardin, l'État lui propose 290 000 francs d'indemnisation, indigne pour Antonio. C'est pas que je ne vais pas partir. Du moment que l'État nous expulse, j'ai rien demandé. J'ai rien demandé, mais qu'on me donne l'équivalent. Ils nous ont promis l'équivalent clé en main. Et si les maisons continuent à s'affaisser, c'est en raison du sous-sol, un véritable gruyère, résultat d'années d'extraction minière. L'eau pompée lors de l'exploitation ne l'est plus depuis la fermeture des mines et provoque ces affaissements. Résultat, l'eau envahit certains sous-sols de maisons et contraint les propriétaires à pomper en permanence. Bref, la situation ne va pas s'arranger, alors ici on se bat pour être indemnisé dignement. Le tribunal administratif de Paris vient de rejeter la possibilité d'importer et d'utiliser du cannabis à des fins thérapeutiques. Il est donc illégal de se soigner en fumant un joint. Le mouvement de légalisation contrôlée du cannabis avait demandé que l'on puisse importer cette herbe pour soulager des personnes atteintes de maladies incurables, comme cela se fait dans d'autres pays. Bernard Kouchner réfléchit à une éventuelle interdiction de la vente de tabac aux jeunes de moins de 16 ans. Le ministre venait de signer à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique, la charte École sans tabac. Question tabagisme, la journée mondiale sans tabac de jeudi prochain attirera l'attention sur les effets dramatiques des fumées de tabac sur les non-fumeurs. On appelle ça du tabagisme passif. Il causerait plus de 2500 décès par an. Le comportement des fumeurs dans les trains est à cet égard édifiant. Voyez l'enquête de Laurence Decherf avec Daniel Lévy. Elle fait partie du voyage. Même pour 2 heures de trajet, les inconditionnels de la cigarette n'oublient pas leur paquet. Des compartiments réservés pour eux dans le train, à la différence de l'avion complètement non-fumeur.
Si on veut respecter les non-fumeurs des fumeurs, ça fonctionne dans les deux sens. On doit aussi avoir des espaces réservés pour les fumeurs. Pourtant, beaucoup d'accros au tabac préfèrent avoir leur place en zone non-fumeur. La pratique consiste alors à allumer sa cigarette dans les couloirs. Est-ce que vous auriez l'obligeance de rentrer dans la voiture fumeur pour fumer? Oui, oui. J'aime bien fumer une petite clope de temps en temps, mais sans avoir les désagréments du wagon tout enfumé. La loi E20 protège le non-fumeur en créant des espaces réservés. Pourtant, dans les trains, les dernières places à vendre ne sont jamais celles qu'on espérait. Ça me dérange si par exemple il n'y a plus de choix d'aller en espace non-fumeur dans le train. Donc on nous vend un ticket à la SNCF, mais dans un espace fumeur. Consciente du problème, la SNCF cherche actuellement à réduire son nombre de places non-fumeurs à 15%. Même si en moyenne, un voyageur sur 4 fume. On considère au contraire que l'avantage de pouvoir offrir des espaces fumeurs et des espaces non-fumeurs est un élément de confort et de satisfaction de clientèle que l'on n'a pas du tout l'intention de supprimer. Une cohabitation dangereuse entre fumeurs et non-fumeurs, surtout lorsque celui qui ne fume pas devient la victime à cause des autres. C'est le tabagisme passif. Chez l'adulte, on a des risques qui sont à long terme, comme 25% de plus de cancer du poumon, ou des risques qui peuvent être même immédiats, chez les cardiaques en particulier, qui sont très menacés en étant dans des pièces très enfumées, parce que le tabac prive le sang d'oxygène en apportant de l'oxyde de carbone qui peut donner des morts subites rapides. La loi E20 est loin d'être respectée partout. Chaque année, 2500 à 3000 personnes sont victimes de tabagisme passif. Sport, tennis, aux internationaux de Roland-Garros, les résultats français sont plutôt meilleurs que ceux d'hier. On a même espéré longtemps un exploit de Cédric Kaufmann face à Pete Sampras, mais finalement l'expérience l'a emporté. Compte rendu, Christelle Bertrand avec Alain Poirier. Seul, après la défaite. Pas facile de digérer la perte de 3 balles de match. Cédric Kaufmann a frôlé l'exploit. Il a bien failli battre Pete Sampras. Pourtant, l'Américain impose sa loi d'entrée de jeu et remporte le premier set 6-3. Mais cela n'impressionne pas du tout Cédric. L'inconnu du premier tour est le seul Français rescapé des qualifications. Sans réputation, sans palmarès et sans repère, Kaufmann au culot s'offre le deuxième et le quatrième set. Mais voilà, Sampras joue mieux au bon moment et gagne en 5-7 après 3 heures de marathon. Cédric Kaufmann s'incline sans regret. Je me suis bien battu. On a toujours une petite image derrière soi qu'on peut gagner, donc c'est pour ça que je me suis battu. Même le public du Central, habitué des grands matchs, s'est penché sur le cas Bouter. Le cours est trop petit pour accueillir tous ceux qui veulent voir la surprise française du jour. Julien Bouter tient tête à Albert Costa, l'Espagnol, spécialiste de la terre battue, habitué des quarts de finale. Après une balle de match sauvée, des crampes et 5-7, Julien Bouter triomphe. À 27 ans, c'est la deuxième fois qu'il atteint le deuxième tour à Roland-Garros. C'était un match difficile. J'ai pu espérer, j'ai pu à un moment rêver mieux que cette issue, quoi. Mais je la prends, hein, pour rien vous cacher. Quelques instants pour savourer cette victoire avec sa mère et les supporters. Massage et soins sont obligatoires au prochain tour. Il rencontre un certain André Agassi. Bon courage. Voilà, et puis pour la 3e fois, ce soir, les voisines et voisins d'immeubles sont conviés à sortir de leurs appartements pour une soirée de fête. C'est une opération qui veut inciter à la rencontre, développer la solidarité de proximité, histoire aussi de partager le pain, le sel et les verres de l'amitié entre personnes citadines qui le plus souvent s'ignorent. Et Diego Garcia et Christian Autin assistaient aux ultimes préparatifs de l'une de ces soirées immeubles en fête. La douceur de vivre est faite aussi de petits riens, comme un verre pour trinquer et faire connaissance. Après l'individualisme forcené des grandes métropoles, aujourd'hui l'heure est à la convivialité. Ici, le cafetier a fermé ses portes pour donner un coup de main à cette fête entre voisins, voisines. C'est nous qui faisons ça, parce que c'est l'intérêt justement de la fête, c'est que tout le monde participe et fasse les choses soi-même. Et on fait ça avec beaucoup d'enthousiasme. Une invitation dans la boîte aux lettres et c'est parti. Concierge, nounou, cadre, employé. Un brassage social. Ils se découvrent ou se retrouvent. Objectif de cette opération, faire bouger les mentalités. L'an dernier, Immeuble en Fête réunissait 500 000 personnes. Ce soir, il devrait être 1 million en France à se retrouver. Sortons de nos lofts, c'est le contraire de l'enfermement, c'est de tendre la main à l'autre. Et tous ensemble, nous pouvons construire une ville qui soit plus conviviale, une ville qui soit plus solidaire, une ville qui soit plus fraternelle.
À la santé, aux voisins, au quartier. 2 rues plus loin, dans le quartier, justement, ils s'activent aussi. Cette fête veut rompre l'anonymat, mais aussi réinventer une solidarité de proximité. Je pense qu'une opération comme ça, je crois qu'elle contribue à maintenir ou recréer une convivialité et des relations en face à face qui existaient de moins en moins. S'ils sont de plus en plus nombreux au rendez-vous de la convivialité, ce n'est pas un hasard. Pour vivre un peu plus heureux, ils ont décidé de vivre un peu moins cachés et surtout de beaucoup communiquer. Une fois que tout le monde est là, ça s'amuse bien, ça parle, ça discute. Et à 10h du soir, mon mari m'a dit moi j'en ai ras le bol, je rentre à la maison. Et les voisins sont toujours là. Ils sont là, toutes générations confondues, pour que demain la convivialité existe de plus en plus dans les quartiers. Bien, bonne soirée. Voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle 2 actualités que nous avons développées. Lionel Jospin a répondu favorablement à la demande de Robert Rue en reportant le vote de la loi dite de modernisation sociale au 13 juin prochain. Il fallait sauver l'unité de la majorité plurielle. Et puis une double mise en examen pour Charles Pasqua pour recel d'abus de biens sociaux et trafic d'influence dans l'affaire du trafic d'armes vers l'Angola. L'ancien ministre de l'Intérieur a été entendu plus de 6 heures par les juges qui l'avaient déjà mis en examen pour le financement présumé illégal de sa campagne européenne de 1999. La météo dans quelques secondes avec Nathalie Riouet, suivi de la cage aux folles avec Michel Serrault. Puis on a tout essayé avec Laurent Ruquier. Le dernier journal de la rédaction avec Jean-Claude Renaud à 1h du matin. Demain matin à 7h50, Françoise David recevra Jean-Christophe Cambadélis, le député socialiste. À 13h, bien sûr, vous retrouverez Gérard Rolls. À demain 20h. Bonsoir. Merci.